Bonjour à tous, aujourd'hui le déballage, unboxing du Leica Deluxe 8. Alors, comme vous le voyez, je n'ai jamais ouvert cette boîte. Tous les scotch, toutes les protections y sont. Donc, au fur et à mesure que je vais le déballer, vous allez voir des photos en gros plan de cet appareil photo. Elles auront été réalisées après le tournage de cette vidéo et après mixées en post-production. Alors très honnêtement, j'avais demandé à Leica de pouvoir avoir un Leica Deluxe 8 à tester. Cela n'a pas été possible. Un seul appareil apparemment pour toute la France. En plus, en ce moment, ils sont à Arles. Donc j'imagine qu'ils ont amené le Deluxe 8 qu'ils ont actuellement. Et donc je me suis dit, je vais aller au Leica Store le plus proche de mon lieu de rendez-vous à Paris pour aller voir le Deluxe 8, pour pouvoir tourner ma vidéo, pour pouvoir vous en donner les spécificités. Et quand je l'ai pris en main, eh ben, j'ai craqué. J'ai craqué parce que c'est un mini Q3. En termes d'ergonomie, de design, c'est réellement un mini Q3. Mais sans plus attendre, et avant de vous donner toutes les spécificités, je vais ouvrir ce colis, ce cadeau. Ouais, je me suis fait un cadeau. Alors, on voit qu'il a un petit peu marqué, ce n'est pas de la faute à Leica, c'est parce que dans les transports en commun, eh ben, il a un peu tapé. Donc, voilà, ici, je le rapproche de moi pour avoir en fait un peu plus de profondeur de champ. J'espère qu'il ne va pas y avoir de problème de micro comme à chaque fois. Pourtant, j'ai acheté deux micros, un micro cravate et le micro DJI, et j'en suis pas vraiment content. Donc, je vais sûrement acheter un micro pour podcast, pour podcasteur. Voilà. Donc, on retire le ruban. Voilà. Toujours de très belles boîtes chez Leica. C'est vraiment très sympa comme packaging. Alors, hop. Voilà. Je suis pas très doué pour ouvrir les cadeaux. Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Je découvre en même temps que vous. On va mettre ça ici. Il y a un fond. Et là, effectivement, on découvre. Voilà. Là, pareil, je regarde un petit peu sur mon retour. Voilà. Et le bijou est là. Alors, il n'y a rien d'autre. Hop, je vais poser ça sur mon bureau à côté. Donc, ici, dans cet étui, eh ben, l'appareil photo, le Deluxe 8 de chez Leica. Leica Deluxe 8, c'est marqué. Il est vraiment très très beau, comme vous voyez. Alors, je disais tout à l'heure le design d'un Leica Q3, effectivement, mais il n'y a pas d'écran en fait amovible. C'est la seule petite chose que j'aurais aimé vraiment avoir, c'est un écran amovible. Voilà. Mais on est plus sur le look du Q2, ça va faire plaisir à tous ceux qui reprochaient justement au Q3 ce viseur, cet écran, pardon, inclinable. Très très bien. C'est vraiment de bonne manufacture, c'est costaud, solide, 397 grammes, c'est un poids plume et ça se met dans une grande poche quand même. On n'est pas sur la taille d'un Ricoh GR3, mais vraiment c'est dans un petit sac à main, dans un fourre-tout, au fond d'un sac à dos et dans une grande poche par exemple d'un paire de Barbour, ou voilà, c'est vraiment très très bien. Ça, cette petite boîte, sûrement pour les accessoires. Alors, oh ben non, il n'y a pas grand chose dedans. Le petit guide de mise en route rapide, ce qui est sympa plutôt que de devoir télécharger un PDF, etc. Moi j'aime bien le Quick Start, comme ils disent, mode d'emploi succinct et le guide de mise en route rapide. J'imagine que comme pour tous les autres Leica, mais je m'avance peut-être qu'il est possible de récupérer un mode d'emploi papier. Hier, je donnais un cours à un élève qui avait un M11P et
C'est vrai que malheureusement, dans les Leica Store, ils ne le disent pas toujours. On peut avoir un mode d'emploi papier de tous ces appareils photo Leica. Donc j'espère que pour le Deluxe 8, il en est de même. Je vous dirai ça vraiment quand je ferai la vidéo de revue complète sur cet appareil photo. Alors, la batterie. Alors, je ne sais pas combien de photos on peut faire, combien de temps elle dure, etc. Je vous dirai ça, bien entendu, dans la prochaine vidéo. Il y a également la petite Dragon que l'on peut mettre ici. Moi, personnellement, j'achèterais la grande courroie pour l'avoir autour du cou. Et ici, dans son petit écrin, c'est vraiment le téléachat, hein, dans son petit écrin, le flash qui est vendu avec cet appareil photo Leica Deluxe. Donc ici, je retire, voilà, l'accessoire qui permet de protéger la griffe flash. Et voilà, ici, très simple, un petit flash qui permet de déclencher d'autres flashs, ça c'est super. Un petit flash qui permet de faire un petit éclair fill-in, remplir, déboucher les ombres, soit quand on est en contre-jour, soit quand la personne a une casquette, un chapeau, pour ne pas avoir les orbites des yeux complètement noirs, mais aussi quand on est devant un coucher de soleil. Alors pour ça, je vous conseillerais de mettre une petite gélatine orange, mais on verra ça plus dans les prochaines vidéos. Je vous signale que je vais faire une masterclass, forcément, de ce Leica Deluxe 8. Alors pour le retirer, vous verrez, mais on verra ça plus tard, il y a un petit bouton ici, voilà, qui permet de le retirer. Je pense qu'ils vont réaliser aussi un petit repose-pouce. J'espère qu'il ne sera pas aussi cher que celui du Leica Q3. Voilà, parce que je trouve que la prise en main, c'est comme le Q3, c'est un petit peu, pour moi, une petite, quand même, savonnette. Voilà, mais voilà, je trouve que sur le design, l'ergonomie, on est plutôt bien, sauf toujours ce côté un petit peu, moi, qui m'embête, où il glisse un petit peu. Voilà, donc j'aurais bien aimé un petit rebord ici, voilà, mais c'est vrai que ça aurait cassé le look que tant de gens aiment, et forcément, ce que j'aime n'est pas forcément ce que tout le monde aime, et je le comprends très très bien. Alors, très rapidement, oui, c'est un Deluxe 7, Leica Deluxe 7, redesigné par Leica. Donc, c'est-à-dire la disparition de tout un tas de boutons par rapport au Deluxe 7, par rapport aux équivalents au Panasonic, mais surtout l'apparition, alors là je ne peux pas vous l'allumer, mais c'est exactement les mêmes menus que sur le Q3, l'apparition de menus vraiment agréables et très facile d'accès pour tout le monde. J'ai beaucoup de clients en cours qui s'achètent des appareils photo Panasonic, Olympus, Fuji, etc. et qui finissent par n'y comprendre plus rien. Là, c'est l'avantage de chez Leica, c'est accessible, on comprend très très vite, c'est très dépouillé. La priorité, c'est réellement l'acte photographique et c'est pour ça que j'aime cette marque. Alors, pour couper court, oui, effectivement, c'est sûrement du Panasonic, on ne va pas se le cacher. Je trouve que rien que le design vaut la différence de prix, très honnêtement, et surtout l'ergonomie des menus, etc. Donc je trouve que, certes, c'est du Panasonic, mais on est dans une gamme bien supérieure en termes de fabrication, vraiment, Dodge Qualitat, réellement. Quant à la collaboration avec Panasonic, je veux dire, elle n'est pas cachée, tout le monde le sait, ce n'est pas un souci. On en parlait avec Eric Gibault lors du live. Les Leica R a été en collaboration avec Minolta. Leica, leur atout, c'est les optiques, ce rendu incroyable et une ergonomie vraiment depuis 1953. Le M, on est toujours sur les mêmes ergonomies pour la série M et c'est toujours d'actualité. Et quand vous avez touché un M, vous n'avez plus envie de revenir à autre chose. Et là, vraiment, les Leica Q et les Leica Deluxe sont vraiment dans le design et dans la philosophie des M. Et ça, c'est très important, plus que l'on pourrait l'imaginer, dans l'acte photographique. Et j'entends souvent, en fait, des youtubeurs parler en disant « oui, les filtres, oula,
Les filtres sont faits dans la même usine, les objectifs sont faits dans la même usine, etc. Bien entendu, mais pour savoir comment ça se passe réellement, certes c'est les mêmes usines, mais ce n'est pas forcément le même cahier des charges. Aujourd'hui, quand on dit c'est la même chose que Panasonic, qui peut vraiment en être sûr? Il n'y a rien qui fuite de toute façon, mais c'est sûrement des cahiers des charges très différents, ça se trouve ce ne sont pas les mêmes optiques, et puis ce n'est pas la même façon de réaliser le logiciel interne, le traitement de l'image, chacun ses spécificités. Je me rappelle qu'à l'époque, entre Panasonic sur les LX100, ou je ne me rappelle plus exactement, et les Deluxe, il y avait des différences de rendu. Donc, ils ne sont pas programmés de la même manière. Voilà. Alors, est-ce qu'après, ça vaut le double ou pas? Ça, c'est à vous de le décider. Moi, je pars du principe que l'ergonomie, la manufacture, la façon dont ils sont construits, effectivement, ça le vaut. Et puis, on ne va pas se le cacher. En fait, pour les amoureux de la pastille rouge, de la marque Leica, le mythe, l'histoire, cela reste le ticket d'entrée de la marque. Voilà. Donc, quand on achète un Leica, on achète aussi cela. Et je pense et je suis certain que ça permet, c'est ce que je disais l'autre fois dans la vidéo avec Éric Gibault, ça permet vraiment de se transcender, on aime faire des photographies avec, et on va donc mieux photographier. Le capteur qui a été parfois critiqué dans les forums, c'est un capteur 4 tiers, et non pas APS-C comme certains pouvaient le penser, ou comme Leica Rumors l'avait dit. Alors, un capteur 4 tiers, c'est plus petit qu'un full frame, c'est plus petit qu'un APS-C, certes, mais c'est quand même largement plus grand qu'un capteur d'iPhone, par exemple, ou de Samsung, ou tout téléphone mobile. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur de la très bonne qualité. De plus, il est préférable des fois d'avoir un capteur 4 tiers avec une très belle optique devant, un très beau zoom, 28-75, qui ouvre de 1.7 à 2.8, c'est-à-dire en fait un diaphragme glissant, 1.7 à 28 et 2.8 à 75, ce qui est quand même incroyable, plutôt qu'un APS-C avec parfois une optique cul de bouteille comme on a dans certains kits. On est quand même sur de la bonne qualité photographique. Bien entendu, vous aurez tous mes tests. Voilà, je vais faire tous les tests et je serai honnête et je vous dirai réellement ce qu'il en est. Ce zoom va vous permettre réellement, parce que c'est un zoom optique et non pas un zoom numérique, ce zoom va vous permettre de faire des très jolis flous d'arrière-plan. Alors certains utilisent le mot bokeh, etc. Donc vous allez vraiment pouvoir avoir des flous d'arrière-plan très jolis. Sur le capteur, on est toujours sur le capteur de 17 millions de pixels, ce qui suffit amplement quand on a en fait un zoom optique. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé quand j'ai parlé du capteur CMOS, 4 tiers. On est vraiment sur un capteur de 17 millions de pixels. C'est largement suffisant pour faire des photos, surtout aujourd'hui avec l'IA, vous allez pouvoir doubler sa définition sans perte et vraiment même en gagnant dans les détails. Bon, après, on peut être pour ou contre l'IA, mais en tout cas, c'est un fait. Et surtout, je vous rappelle que quand j'ai commencé la photo, je travaillais pour un très grand parc d'attractions, on faisait des bâches à partir de fichiers qui faisaient 6 millions de pixels. Donc, il n'y a aucun problème avec 17 millions de pixels. Surtout que c'est un zoom optique. Il y a le format DNG, le format RAW DNG, et ça, c'est vraiment chouette pour pouvoir récupérer les petites erreurs de manipulation. Ça permet en plus de changer la balance des blancs, etc. N'hésitez pas à aller voir mon article sur JPEG ou RAW. Les fichiers DNG font à peu près 31 MB. Donc ça veut dire que pas besoin d'avoir un ordinateur de course, pas besoin d'avoir des quantités de disques durs, de stockage de disques durs. On est vraiment sur des fichiers de poids tout à fait acceptables en 2024. On retrouve un obturateur mécanique central, et ça c'est super parce que l'obturateur mécanique peut aller de 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, à 1/4 millième de seconde, en obturateur mécanique central. Et c'est-à-dire que vous êtes synchro flash jusqu'au 1/4 millième. Au-delà du 1/4 millième, on a l'obturateur électronique. Vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur l'obturateur mécanique, obturateur électronique.
qui lui monte jusqu'au 1/16 millième. Alors, au-delà du 1/4 millième, automatiquement on passe sur l'obturateur électronique, mais il faut savoir que vous pouvez utiliser l'obturateur électronique de 1 seconde à 1/16 millième de seconde. Il conserve sa position macro. Alors, au 28 mm, on descend jusqu'à 3 cm. Il faudra que je fasse les calculs, savoir si c'est une vraie macro ou pas, mais en tout cas, on se rapproche plus, par exemple, que sur un Leica Q3. Et à 75, il faudra s'éloigner de 30 cm. Voilà, c'est beaucoup plus, mais si on veut faire de la macro, comme beaucoup d'appareils photo compacts, c'est toujours au grand angle que l'on peut se rapprocher le plus. On va retrouver les touches du Leica Q3 que l'on va pouvoir également personnaliser. On retrouve le petit pas de vis ici, sûrement pour le déclencheur supplémentaire. J'espère qu'ils ont pensé en fait à pouvoir avoir un déclencheur souple, ce qui n'est pas le cas sur le Leica Q3. Le petit bouton pour l'allumer, en revanche, c'est ici, et le bouton de zoom, on le retrouve ici. On a la bague des diaphragmes, et ici, les formats 4/3, 1/1, carré, 16/9, 3/2, etc., qui sont vraiment accessibles dès l'objectif. Je trouve que vraiment, on ne peut vraiment ne pas aller dans les menus en utilisant cet appareil photo. On a le diaphragme, la vitesse, l'autofocus. Alors l'autofocus, il y a une très bonne détection des visages. J'ai vu ça rapidement en fait dans la boutique quand je l'ai testé. Je l'ai trouvé très efficace. On ne retrouve pas, comme sur le Leica Q3, les petits carrés pour les yeux. Là, on voit bien dans un carré ou dans un rectangle, je ne me rappelle plus, j'ai fait ça rapidement. Donc la détection du visage, et après c'est comme une petite mire, voilà, qui se déplace, et on voit bien le centre de l'œil. Effectivement, donc petite ergonomie un petit peu différente. Il a l'air assez efficace, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à détection de contraste. Ce n'est pas à détection de phase et de contraste. Certains pourraient le reprocher ou trouver cela dommage. Sincèrement, avec le Leica Q2 et le Leica Q2 monochrome, je n'ai jamais vraiment senti de différence avec le Leica Q3. Et je le dis en toute honnêteté. Donc, effectivement, s'il y avait détection de phase en plus, ça serait la cerise sur le gâteau et je serais vraiment content comme tout le monde. Mais sincèrement, je pense que ça ne va pas du tout être un souci pour l'utilisation. En ISO, de 100 ISO à 25 000, je ne sais pas ce qu'il peut donner à 25 000. Je vous ferai les tests. Je n'y crois pas trop, sincèrement, surtout pour un capteur 4/3. Je pense qu'on doit être très bien à 3200 et peut-être monter à 6004 avec l'intelligence artificielle, la réduction du bruit. Je vous dirai ça. Voilà, moi j'avais trouvé que le Deluxe 7, il ne fallait pas monter au-dessus de 3200. Alors, la question, au-delà du budget, de la technologie, de l'ergonomie que nous venons de voir, c'est à qui s'adresse ce type de produit. Alors, je pense qu'il s'adresse à des gens qui aiment la photo, à des gens qui ont envie d'avoir un appareil où il reste des commandes mécaniques, des commandes où il n'y a pas besoin d'appuyer sur des boutons pour accéder en fait à la vitesse, au diaphragme. Même s'il y a dedans un mode réellement tout automatique où on a et un mode scène où on n'a rien à faire et il fait tout seul et il le fait bien. Je les ai testés rapidement en boutique. Là, franchement, on est sur un appareil photo pour les amoureux de la photographie qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'un Leica Q, parce que le Leica Q est quand même compact mais assez imposant. Pour ceux qui veulent un zoom optique leur permettant de rapprocher les choses et vraiment d'avoir des focales, on va dire, réelles avec la profondeur de champ associée à ces focales. Il va plaire également à tous ceux qui veulent rentrer dans la famille Leica. Il va plaire aux voyageurs, à ceux qui veulent voyager réellement léger, peut-être aux baroudeurs, bien que pas tropicalisés. Mais alors, je vous ferai une vidéo un jour sur la tropicalisation.
On en dit beaucoup, mais il faut quand même avouer que ce type d'appareil photo est protégé contre la poussière, l'humidité, une pluie fine. Il n'est pas tropicalisé. Ce n'est pas de l'IP52 comme le Leica Q3, mais vraiment on peut voyager sans problème avec. Alors c'est réellement aussi un appareil, je pense, malgré ce que je le disais, son tarif un petit peu élevé, un appareil photo qui est fait pour les jeunes. Il est très sympa, il est très design, je trouve qu'il est très élégant. Et pour tous ces jeunes qui finalement veulent se mettre à la photo, veulent franchir le cap de faire de la photo avec autre chose qu'un iPhone et un appareil photo énorme, même hybride, que l'on va jamais avoir sur soi, je pense c'est un super appareil photo. C'est aussi un appareil photo, il me semble, pour les gens qui arrivent à un certain âge, qui commencent comme moi à avoir mal au dos, qui veulent plus, comme les jeunes, avoir un appareil photo avec des optiques lourdes. C'est également un appareil photo qui est super sympa pour les familles, c'est-à-dire les parents qui ont des enfants, des jeunes enfants. En général, moi je me rappelle, quand on avait nos enfants qui étaient tout petits, dans la voiture il n'y avait plus beaucoup de place, et puis quand on allait se balader, on avait dans le sac à dos le biberon, etc., le goûter, etc., il n'y avait plus trop de place pour l'appareil photo, j'avais pas envie de me porter 15 kg de matériel, c'est là que j'ai commencé à avoir des Lumix et des Lux. J'adorais pourtant la photo, mais j'avais plus la place de mettre tout ça, et là aujourd'hui je pense que c'est un appareil photo familial, voilà, plus que le Q3, et le Q3 reste mon appareil photo de prédilection. Voilà, je pense que c'est un appareil qui va plaire à beaucoup de générations, et puis franchement il est très beau, c'est un très bel objet, c'est un beau bijou. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo vraiment pour dire ce que j'en pense. Je vais partir en vacances avec, je ferai une masterclass pour ceux qui veulent apprendre un peu plus et ne pas lire le mode d'emploi et avoir quelques astuces que je vais découvrir ces prochains jours. C'est pour ça que la masterclass, je ne vais pas la faire tout de suite. Pour moi, une masterclass, c'est réellement mon expérience et ce que je peux vous apporter réellement de terrain sur cet appareil photo. Voilà. Alors, c'est pas du tout dans la logique d'un planning de marketing, etc. C'est pas grave. N'hésitez pas à vous en servir. Si vous voulez la masterclass, elle sortira un peu plus tard, je pense septembre, oui, plutôt septembre-octobre, mais vous aurez vraiment toutes les astuces. Je vais l'utiliser tout l'été, et c'est surtout un appareil photo que je vais pouvoir prêter à ma femme, parce que elle, la photo, ça n'intéresse absolument pas. Par contre, quand je vais lui mettre les modes scène et le petit zoom, elle va se régaler. Je vais pouvoir prêter également à ma fille quand elle va partir là en Alsace cette année. Voilà, c'est un appareil photo vraiment polyvalent, très sympathique, un appareil photo pour voyager et un appareil photo avec lequel vous allez pouvoir faire de la photo de qualité. Voilà. Je peux me permettre de dire tout ça parce que j'ai eu le Deluxe 7 et apparemment c'est du même acabit, et je pense même qu'ils ont quand même augmenté certaines petites choses. On le verra bien, en tout cas je serai très honnête avec vous, je vous le dirai. À très vite, passez de bonnes vacances. Pour tous ceux qui me suivent sur le club photo, il y a des vidéos pendant les 2 mois. On commence déjà à travailler sur la sémiologie de l'image et sur le cadrage photographique, l'acte photographique. On étudie Henri Cartier-Bresson et André Cartès, 2 maîtres de la photographie. Prenez soin de vous, sortez, faites des photos. À très vite, à la semaine prochaine. Allez, ciao.